Le livre. Successeur des tablettes d'argile et prédécesseur des e-pubs. Mais surtout, support de la pensée, élément d'éternité. Le livre, lieu matériel de l'immatériel, élément essentiel du sacré, mais aussi du profane. L'autodafé, inventé par l'Inquisition portugaise, ne signifie-t-il pas acte de foi, du latin actus fideis? De l'Inquisition à la révolution culturelle, d'Hitler à Daesh, la destruction des écrits jugés contraires à la doctrine ou à la foi ont toujours été l'acte principal visant à détruire la pensée. Dernier lieu de la liberté et premier lieu de répression. Ces mêmes destructeurs se serviront de lui comme propagateurs de leur thèse. Les livres. Le codage, la cryptographie permirent de les sauver avec leurs secrets. Ces livres ont toujours fasciné les sociétés dans lesquelles ils apparaissent, épisodiquement, puis redisparaissent. Ce sont ces livres que nous nous proposons de vous conter. Le Voynich, c'est 571 000 résultats en recherche sur Internet et une nombreuse littérature. En 2005, à 15 jours d'intervalle, 2 livres font découvrir le manuscrit de Voynich au grand public. Les éditions Gazevitch l'éditent en intégralité, avec une préface de Pierre Barthélemy. Et Thierry Mogenet publie un roman dont l'intrigue tourne autour de ce fabuleux manuscrit. Depuis, l'édition d'un fac-similé, des propositions de décryptage et même des jeux vidéo s'en sont emparés. L'objet lui-même, c'est un petit livre de 234 pages qui est divisé en 5 parties. La partie herbier. Ensuite, on a une autre partie astrologique, astronomique. Ensuite, biologique, peut-être la plus étrange, avec beaucoup de petites bonnes femmes nues qui trempent dans des fontaines, qui sont peut-être des fontaines de jouvence. Ensuite, on a la pharmacopée. Et pour terminer, le plus étrange, c'est la liste, c'est-à-dire c'est du texte. Cette fois, il n'y a plus aucune illustration. On a du texte avec des petites étoiles en tête de chaque paragraphe. Et mystère, parmi les mystères, il y a 40 pages manquantes, dont une, le remarque Voynich lui-même, soigneusement découpée. Des dessins mystérieux, une écriture inconnue, un contenu à décoder. Le XXe siècle n'a pas manqué de l'étudier, des universitaires et jusqu'à la NSA et aux services secrets américains. Il y a quelque chose qui m'a vraiment passionné, qui a vraiment retenu mon attention dès le début, c'est cette réunion qui se passe aux États-Unis entre Friedman, qui est responsable des services secrets américains, Prescott Currier et d'autres personnes très haut placées dans le renseignement américain. Et cette réunion qui va essayer de décoder le manuscrit Voynich se déroule à quelques jours, je dirais à quelques heures du débarquement des forces alliées en Normandie. Voilà ce qui m'a fait entrer dans le Voynich. J'ai tout de suite voulu savoir ce qu'il en était de ce manuscrit. Ce qu'il en est de ce manuscrit reste mystérieux, mais quelques informations nous donnent de quoi remonter une partie de la piste de sa découverte, de sa création, du moins le croit-on. Voynich était un collectionneur de livres, mais surtout un antiquaire, un commerçant. Il découvre cet étrange manuscrit en 1912 dans un collège jésuite, la Villa Mondragone, près de Rome. Tout de suite, il achète ce manuscrit. Il ne sait absolument pas à quoi il a affaire. Et les jésuites de Mondragone lui demandent le plus grand secret. Et toute sa vie, il va tenir sa parole, il va garder cette promesse. Et ce n'est que sa veuve qui avouera ensuite qu'il a acheté ce manuscrit près de Rome. Sa veuve va le vendre 25 000 $ à Krauss, un antiquaire, qui lui-même
ayant demandé 160 000 $, ne trouvera aucun acheteur et va en faire don à la bibliothèque Beinecke de Yale. Ce manuscrit aurait gardé tous ces mystères s'il n'y avait eu à l'intérieur une lettre datée de 1666. Cette lettre, elle est signée de Marcus de Kronland, qui fait référence à l'histoire de ce manuscrit, qui a été acheté 600 ducats d'or, une somme colossale au XVIIe siècle, par Rodolphe II, roi de Bohême. Kronland, lui, tenait le manuscrit d'un certain Jacobus de Tepenec, dont on trouve la signature sur le manuscrit même, qui a été effacée. Cette signature, elle a été révélée grâce à la technique des ultraviolets. Et Marcy de Kronland va donner ce manuscrit à Kirchner, on est au XVIIe siècle, qui va essayer de le décoder. Dans cette fameuse lettre de 1666, Marcy de Kronland attribue la paternité du manuscrit à Roger Bacon, un grand érudit, sans doute le plus grand esprit du XIIIe siècle, dont les écrits étaient très recherchés par le pape lui-même et qui était aussi un spécialiste des langages codés. Une remontée dans le temps qui nous amène doucement au XIIIe siècle. Roger Bacon, savant visionnaire, père de la science expérimentale maintenue au secret par l'ordre franciscain pour certaines nouveautés suspectes, serait donc l'auteur de ce document mystérieux. Secret de la fontaine de Jouvence, savoir devant être protégé de ses contemporains. Le manuscrit fait naître tous les fantasmes, tous les rêves, depuis près de 6 siècles. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'en est-il vraiment ? Les hypothèses concernant le Voynich, son ou ses auteurs, son contenu, voire même son authenticité sont pléthores. Ce manuscrit est l'objet de tous les fantasmes, le miroir de toutes les croyances. D'aucuns soutiennent que ce document serait un legs de nos créateurs extraterrestres et que lorsque l'humanité aura atteint un niveau de conscience suffisant, son contenu nous sera révélé. D'autres présentent une deuxième théorie, tout autant difficile à valider, qui voudrait que ce document soit un écrit de jeunesse de Léonard de Vinci. Mais cette théorie pose plusieurs problèmes. D'abord, pourquoi Léonard de Vinci aurait-il fait des dessins aussi peu précis dans un document de ce type et de cette taille? Pourquoi aurait-il codé son document de cette façon, en écrivant de gauche à droite, alors qu'il a passé toute sa vie à protéger ses découvertes en écrivant en miroir, alors qu'une rapide analyse du sens de l'écriture nous prouve que le Voynich a justement été rédigé de gauche à droite? Enfin, comment expliquer la présence de plantes de la famille des tournesols, alors que lors de leur découverte dans le Nouveau Monde, Léonard avait déjà plus de 40 ans? Cette présence de dessins de plantes du Nouveau Monde est aussi le premier indice qui nous permet de remettre en question la paternité de Roger Bacon. De plus, les écrits connus de Bacon et les éléments de cryptographie qu'il utilise ne sont en aucun cas comparables au contenu du Voynich. Même si l'enfermement et la mise au secret de Bacon sont de nature favorable à la création de ce type de documents demandant concentration, travail et secret. Mais alors, d'où vient ce manuscrit? Et quel est son message? Les chercheurs auparavant avaient décidé que le Voynich était trop compliqué pour être un canular. Mais pour moi, il est possible de produire des effets très complexes par des moyens très simples. Et j'ai trouvé un moyen, le Cardan Grill, avec lequel on pouvait reproduire le texte du Voynich, un texte qui avait les mêmes caractéristiques, avec une technologie très simple. Si c'est un chiffre très très avancé et très anachronistique. Si c'est une langue vraiment bizarre. Mais un canular, oui, on peut faire ça de moyens très simples. Et pour moi, c'est l'hypothèse favorée. La recherche s'oriente vers des éléments objectifs, tels que le type d'encre, encore disponible de nos jours dans les magasins de beaux-arts, la plume, qui paraît être une plume de dinde, et sur l'âge du vélin, servant de support au manuscrit. En 2011, l'étude du carbone 14 la date entre 1404 et 1438, remettant à nouveau en cause l'hypothèse Roger Bacon. La date de carbone, le carbone 14, ça n'indique rien, parce qu'on peut résoudre ça avec plusieurs hypothèses. On peut dire que le Voynich a été recopié sur du vélin
du XVe siècle. On peut aussi dire que le vélin était déjà très âgé au moment du cagnolard. Alors, cette date n'est pas utile. Alors, Rudolf II l'a acheté en 1588, je crois. Et je crois que le cagnolard a probablement été créé juste avant ça. Ça, pour moi, c'est le plus probable. Et je crois qu'on a employé du vélin qui était déjà âgé pour que le cagnolard soit croyable. Les tentatives de décryptage ne démarrent pas avec la réapparition du manuscrit en 1912 lors de son rachat par Wilfrid Voynich, mais de sa première acquisition, fin XVIe siècle, par Rodolphe II, roi de Bohême. Cette date peut permettre d'orienter la recherche vers son auteur. Mon préférence, c'est Edward Kelly. C'est un voyou qui avait déjà créé un cagnolard extrême, le Hénochien, la langue d'Hénoch. Et une chose qui m'intéresse surtout parce que je m'intéresse aux erreurs, aux fautes, c'est que si quelqu'un est novice et fait une erreur, alors la personne corrige trop l'erreur, comme quelqu'un qui apprend à conduire une voiture, qui va trop à gauche, panique, trop à droite. Alors, Kelly avait déjà créé un cagnolard, l'Hénochien, qui avait quelques problèmes très visibles. Lors de l'analyse des deux documents, il est frappant de constater que chaque livre a des caractéristiques diamétralement opposées à l'autre. La syntaxe de l'Hénochien, créée par Kelly, est strictement calquée sur l'anglais, alors que le Voynich paraît dépourvu de règles syntaxiques, ce qui n'existe dans aucune langue naturelle. L'Hénochien n'a pas de règles quant à la position des lettres dans un mot et leur succession, ce qui d'ailleurs le rendait quasi imprononçable. À l'opposé, le Voynich a des règles très strictes et sans exception, ce qui n'existe dans aucune langue naturelle. L'Hénochien est très difficile à écrire, alors que le Voynich a une graphie très simple et rapide à écrire. Ces arguments permettent à Gordon Rugg de renforcer sa théorie de la supercherie et de choisir Edward Kelly comme étant le faussaire tout désigné. Le 20 janvier 2014, Arthur Otaker, botaniste américain et professeur émérite de l'Université du Delaware, publie un article dans lequel il annonce avoir trouvé la correspondance entre 37 des 300 plantes du Voynich et des plantes de Nouvelle-Espagne. La ressemblance avec le Codex Osuna le conforte dans l'idée d'une origine centra-américaine du manuscrit. De plus, selon Tucker, le Voynich serait écrit en nahuatl, une langue aztèque, ancienne, encore présente dans de nombreux dialectes, mais éteinte dans sa forme originelle. Reste donc un duel entre ces deux théories. Arthur Otaker a formé une équipe pluridisciplinaire à l'Université du Delaware pour publier un livre sur ses découvertes démontrant la création du document en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle en nahuatl. Gordon Rugg, à l'Université de Manchester, continue son travail sur l'hypothèse d'une supercherie créée fin XVIe siècle dans un but purement mercantile. Finalement, hypothèse contre hypothèse, analyse du quoi et du pourquoi, le Voynich conserve son mystère, son secret et continue à entretenir sa légende.